C'est un plaisir d'avoir cette opportunité pour vous parler de la crise burundaise, de la place du droit dans cette crise. Mais c'est aussi intimidant de parler après Luc Michel. Je stresse déjà, je ne sais pas si je vais être à la hauteur. Alors, je vais quand même être bref par rapport à sa présentation. Alors, le thème qu'on m'a demandé de développer, c'est les implications juridiques de la crise burundaise. Qui dit implications juridiques dit le droit, la place du droit. Et à résumer, ce que je veux dire va nous montrer que dans la crise que le Burundi a connue, et qu'il connaît encore, le droit a été indûment piétiné. Donc, ceux qui sont à l'origine de la crise, évidemment, ils savaient que le droit était contre eux, parce que le droit, qui dit droit, dit état de droit ou primauté du droit. Primauté du droit dit que toute personne, qu'elle soit grande ou petite, doit se soumettre au droit, à commencer par la Constitution et d'autres lois. Mais dans la crise burundaise, on a vu qu'on a refusé de se soumettre au droit constitutionnel, on a refusé de se soumettre à la primauté du droit, on a refusé de se soumettre aux décisions de la Cour constitutionnelle et finalement, on refuse toujours de se soumettre au principe du droit international. Donc, dans mon exposé, je vais parler des implications juridiques au niveau interne au Burundi, donc par rapport au droit burundais, et ensuite les implications juridiques par rapport au droit international. Et ici, je vais évoquer un tout petit peu le rôle des acteurs internationaux, parce que, comme le dernier exposé nous l'a montré, il y a beaucoup plus une influence étrangère dans la crise burundaise. Alors, au niveau du droit international, je disais tantôt que le droit constitutionnel a été chamboulé par ceux qui ont déclenché la crise, parce que le droit constitutionnel, d'abord, c'est le droit qui organise les rapports entre les institutions et les institutions entre elles et les rapports entre les institutions et les citoyens. Et le droit constitutionnel est ancré principalement dans la Constitution. La Constitution du Burundi est interprétée par la Cour constitutionnelle. Et la Constitution du Burundi, telle qu'elle a été interprétée par la Cour constitutionnelle en matière de mandat, ça n'a pas été du goût de ceux qui voulaient, coûte que coûte, déclencher les hostilités. Et à mon sens, à mon avis, le Burundi a raté une chance de voir le droit constitutionnel du Burundi, du pays, se consolider. Parce que, comme vous le savez déjà, pour qu'un droit national ou même international soit consolidé, ça prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Et ce qu'on observe, ce qu'on a observé au Burundi,
notamment par rapport à la suite de la décision de la Cour constitutionnelle qui a validé la candidature, la nouvelle candidature du président actuel, c'est que si la décision avait été acceptée par tous ou respectée par ceux qui n'étaient pas contents, ça aurait été un gain important dans la jurisprudence, dans les lois du Burundi, parce qu'il s'agissait quand même d'une décision rendue dans une affaire très très importante pour le pays. Et au Burundi comme ailleurs, le Burundi est un État jeune. On a vu que depuis l'indépendance, les tribunaux, les cours constitutionnels n'ont pas eu le temps de rendre des décisions qui soient solides. À chaque fois, il y avait renversement des institutions, remise en cause du droit, et ceux qui venaient les gouvernants qui venaient par la suite imposaient un nouveau droit qui lui-même allait être renversé par la suite. Et on est dans un cycle où on ne peut pas avoir la jurisprudence ou le droit constitutionnel qui est consolidé. Donc ça, c'est une perte pour un pays qui aspire à être un pays de droit. Alors, il y a ces interférences politiques dans les décisions des tribunaux, des décisions des tribunaux, à commencer par la Cour constitutionnelle, qui handicapent le développement du droit constitutionnel. Vous savez, comme je le disais tantôt, au Québec, par exemple, dans les années 50, 60, l'état de droit n'était pas tel qu'on le connaît actuellement. Il y avait des difficultés, mais ça a pris du temps et de la patience. Et le Québec, le Canada est ce qu'il est maintenant, qu'on connaît. Mais au Burundi, on n'a pas cette patience-là, on n'a pas cette façon d'attendre, de donner le temps au temps. On a des acteurs qui sont impatients et qui remettent en cause les décisions des tribunaux. Qu'on le veuille ou pas, un pays qui aspire à être une démocratie doit reposer son fonctionnement sur le droit. Le chaos ne résout rien. Et la remise en cause du droit, des décisions de justice, font reculer le pays, fait reculer les institutions. Alors, ce qui a commencé au Burundi comme une question juridique, une question de mandat, est devenu finalement une question politique, une question politique, sociale et même militaire. Il y en a qui ont interprété la décision de la Cour constitutionnelle comme un déclenchement des hostilités. Or, la manière dont le droit se présentait, c'était que la Constitution, l'article 96 de la Constitution, prévoyait 2 mandats au suffrage direct, universel. Donc la population doit élire elle-même le président de la République pour 2 mandats au suffrage direct. Et l'article 302 de la même Constitution prévoyait une exception. Et l'exception, c'était que le premier mandat post-transition ne faisait pas l'objet d'un suffrage universel direct. Donc, c'est le Parlement élargi, avec le Sénat, qui devait choisir un président de la République. Donc, quand on regarde ça et qu'on voit que le premier mandat du président actuel
était au suffrage indirect, à mon sens, ça n'aurait pas dû poser de problème, et ça n'a pas posé de problème pour la Cour constitutionnelle. Ce sont ceux qui étaient opposés qui ont trouvé ça comme étant un problème. Donc, l'article 96 prévoit 2 mandats au suffrage universel direct. Le président Nkurunziza avait été élu de façon indirecte au premier mandat. L'autre mandat, c'était de façon directe. Donc, l'autre mandat, le 3e mandat qu'on appelle 3e mandat, qui n'est pas en réalité le 3e, au suffrage universel, c'est son dernier, en fait, conformément à la Constitution. Cette question, c'était une question de droit. Et la Cour constitutionnelle l'a tranchée. Évidemment, une décision de justice, tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord. Et même quand on regarde ici au Canada des décisions de justice, des fois on voit à la Cour suprême, par exemple, qu'une décision a été rendue par 5 juges qui étaient pour le principe annoncé et 4 juges qui ont été dissidents. Mais on respecte cette majorité de 5 juges. Et ça se limite par là. On attend si, d'un moment ou l'autre, peut-être après 5 ou 10 ans, voir si les mentalités vont changer pour que la solution donnée auparavant puisse changer aussi. Mais ça ne donne pas lieu aux luttes, ça ne donne pas lieu à la violence, comme on l'a vu au Burundi. Quand on parle de cette question de mandat, on dit que non, l'accord d'Arusha a dit 2 mandats. L'accord d'Arusha ne prévoit pas mandat au suffrage direct ou indirect. L'accord d'Arusha dit seulement 2 mandats. Et donc, ceux qui disent que le 3e mandat n'était pas légal s'appuient sur l'accord d'Arusha, parce que l'accord d'Arusha ne le précise pas. Donc, c'est pour ça que dans les discours, on parle de violation de l'accord d'Arusha, violation de l'accord d'Arusha, parce que la Constitution, c'est clair, la Constitution n'a pas été violée. Donc, on parle beaucoup de l'accord d'Arusha. Or, l'accord d'Arusha, quand on regarde dans l'hiérarchie ou dans l'ordre juridique interne du pays, l'accord d'Arusha n'a pas une place suprême par rapport à la Constitution. L'accord d'Arusha, sa valeur, elle est morale. Mais présentement, la valeur de l'accord d'Arusha, c'est une valeur morale. On respecte l'accord d'Arusha et le législateur a pris des dispositions importantes de l'accord d'Arusha et les a mises dans la Constitution. Donc, le Parlement, à l'époque, le Parlement transitoire, sous le régime d'Aïssé Domitien, ils ont introduit la plupart des dispositions de l'accord d'Arusha dans la Constitution. Quand vous lisez comment le pouvoir doit être partagé entre les composantes ethniques, ainsi de suite, les forces armées, tout ça, c'est du copier-coller accord d'Arusha, Constitution. Mais le législateur a toujours le dernier mot. Il est souverain. Dans un pays, le législateur est souverain. Il n'a pas copié mot pour mot au niveau de la disposition qui prévoit les mandats. Le législateur n'a pas copié mot pour mot. Le législateur a ajouté le mot universel. Comme le législateur est souverain, alors il faut respecter son choix. C'est le législateur qui est en contact avec la population. C'est le législateur qui
qui est au courant du contexte. L'accord d'Arusha a été négocié à l'étranger, négocié et signé à l'étranger. Mais au niveau de la mise en œuvre interne, on a adapté l'accord d'Arusha au contexte sociopolitique du pays. Et le législateur a choisi de se distancier un peu de l'accord d'Arusha au niveau des mandats, en prévoyant que le premier mandat post-transition devait être au suffrage indirect, alors que l'article 96 prévoit que le président doit être élu pour 2 mandats au suffrage direct. Donc pour moi, la question a été bien réglée par la Cour constitutionnelle. Ça n'aurait pas dû donner lieu aux querelles qui finalement ont abouti à la lutte armée. Et c'est sûr que dans un pays, lorsqu'il y a une décision de justice, il y a des mécanismes de recours. En matière de constitution, la Cour constitutionnelle, sa décision est définitive, il n'y a pas de recours. Mais le Burundi appartient à la communauté de East African Community, communauté de l'Est africaine, de l'Afrique de l'Est. Et là-bas, on a un recours possible après une décision qui ne satisfait pas au niveau interne. Mais ceux qui étaient opposés à la décision n'ont pas voulu attendre ces recours. Ils ont introduit des recours, mais en même temps, ils avaient leur plan de déstabiliser par la force les institutions. Or, l'état de droit nous impose de respecter la décision. Si on n'est pas content de porter la décision en recours ou en appel, mais tout ça, il n'était pas question. On a donc on a cherché des raccourcis. Les raccourcis à la burundaise, depuis l'indépendance, c'est la violence, malheureusement, les coups d'État, la rébellion, les coups d'État. Et, à mon avis, les manifestations qui ont commencé, la Constitution garantit le droit de manifester. Mais sauf que, dans la même Constitution, aux articles 60 et suivants, on dit que l'exercice d'un droit constitutionnel ne doit pas porter atteinte à la sécurité du pays. Or, dans les manifestations, on a vu qu'il y avait des actes de vandalisme, il y avait des actes de violence à l'égard des forces de l'ordre, il y avait également des actes de violence à l'égard de la population en général qui était soupçonnée de faire partie ou d'être liée au pouvoir. Donc, la Constitution nous garantit aussi, il y a des devoirs des citoyens, respecter l'ordre, respecter la loi. Donc, tout ça, ça n'a pas été le cas. Donc, la loi a été chamboulée et évidemment, c'était exprès parce que dans une logique où on entreprend des raccourcis en matière de démocratie, la seule voie, c'est la violence. Donc, dans un pays, la violence peut être permise lorsque il y a, par exemple, menace de génocide, une population est menacée de disparaître, elle a le droit de résister selon les lois internationales. La population a le droit de résister. Mais, dans le cas du Burundi, est-ce qu'il y a vraiment une communauté qui était menacée? La réponse, c'est non. On a parlé... Tout à l'heure, on a parlé du partage du pouvoir, comment les Tutsis ont 40%,
60% au niveau du gouvernement, 50-50 au niveau des forces de l'ordre. Donc, il n'y a pas de menace, il n'y a pas de communauté menacée. Donc, il n'y a pas lieu qu'il y ait une rébellion. Parce que pour qu'il y ait une guerre, il faut des causes justes. Donc, menace de génocide, menace de disparition. Mais les causes, ce n'est pas juste. Juste un mandat, une question tranchée par la Cour constitutionnelle et une décision qu'on pouvait porter devant les instances régionales. Vraiment, ça, c'est une fausse cause qui ne peut en aucun cas justifier le recours à la violence. Alors, les coups d'État, les rébellions, c'est vraiment des actes antidémocratiques, des actes illégaux, parce que rien ne le justifie. Dernier point, c'est au niveau international maintenant. Parce que j'ai parlé du droit interne, de la Constitution du Burundi. Il y a aussi quand même le droit international parce que le Burundi appartient au concert des nations. Le Burundi est membre de l'Organisation des Nations Unies. Il y a des traités, il y a des lois internationales. Et le Burundi est aussi membre de l'Union africaine, l'East African Community. Et là aussi, il y a des traités qui régissent les rapports entre les États. Parce qu'une chose à ne pas oublier, c'est que le droit international qui réunit les États souverains est basé sur la coopération. Parce que les États acceptent volontairement de coopérer entre les autres États. On n'est pas forcé d'appartenir à l'ONU. Il y a des pays qui ne sont pas membres de l'ONU. On y appartient parce qu'on l'a voulu. Alors, comme c'est quelque chose de voulu, pas forcé, alors il doit y avoir coopération entre ces États. Et dans la Charte des Nations Unies, on prévoit que les États sont égaux, grands ou petits. Il y a le principe d'égalité, de l'égalité souveraine des États. Les États sont égaux quand il y a des votes, excepté au Conseil de sécurité. Dans d'autres domaines, quand il y a vote, tous les États ont la même voix. Les voix des États sont égales. Le cas du Conseil de sécurité, c'est une autre histoire qui est débattue et que certains proposent de réformer parce que c'est antidémocratique. Les votes au niveau du Conseil de sécurité, notamment les votes des membres permanents du Conseil. Alors, égalité souveraine des États, ça reflète le principe de respect mutuel des États. Souveraineté, respect mutuel, non-ingérence dans les affaires internes. Non-ingérence dans les affaires internes. Ce sont des principes primordiaux qui gouvernent les rapports entre les États. Respect mutuel, non-ingérence. Or, qu'est-ce qu'on voit maintenant? Ou qu'est-ce qu'on a vu depuis l'année dernière? Ce droit international-là a été systématiquement piétiné. Il y a des États qui se sont arrogés le droit de dénigrer les institutions du Burundi. Et ça viole le droit international. Publiquement, on a dénigré les autorités du Burundi. Et ça, c'est injuste au regard du droit international. Je ne veux pas répéter les mêmes insultes, vous les avez sans doute entendues. En Europe, Louis Michel et d'autres ont prononcé des mots indignes. Les pays voisins du Burundi, au Rwanda, les chefs d'État ont prononcé des mots indignes des relations internationales. Et ça, c'est en violation du droit international, du principe du droit international. Le dénigrement qui a été suivi par la diabolisation des autorités, le dernier conférencier l'a dit, les autorités du Burundi qui ont été finalement présentées
comme des sauvages qui ont soif des génocides. C'est quand même fort, ça. Donc, on a présenté les autorités du Burundi comme étant là pour faire le génocide. Leur objectif, c'est de commettre le génocide. C'est fort, ça. Donc, les autorités du Burundi préparent un génocide. Pour les autorités, le confort du pouvoir, ce n'est pas suffisant. Il leur faut un génocide. C'est ça qu'il faut. C'est quand même bizarre. C'est ridicule. Donc, on présente les autorités comme des sauvages, finalement, qui ont besoin d'être corrigés ou éduqués, si vous voulez. Et ça, cet aspect des relations internationales a été dénoncé il y a 30 ans par des analystes qui ont fondé le mouvement Third World Approaches of International Law. En français, c'est des mouvements tiers-mondistes du droit international. Ces théoriciens-là, qui étaient dominés par des Américains noirs aux États-Unis, dit que finalement, quand on observe les relations internationales, maintenant le droit international, il a été détourné de ses objectifs principaux. L'objectif finalement, c'est pour les puissants d'aller contrôler les pays faibles finalement. Et ça fait référence à ce que le dernier conférencier a mentionné. Ce mouvement de réflexion est toujours présenté comme une anomalie en droit international. Il est marginalisé, mais finalement, dans le cas du Burundi, quand on applique ce qu'on voit, ce qu'on a vu ces derniers mois, on trouve que cette réflexion est bien fondée parce qu'on est en train d'utiliser les institutions internationales, les institutions de coopération pour forcer des solutions extérieures aux Burundais, des solutions toutes faites de l'étranger. Regardez les réunions qui se font au Conseil de sécurité, il y a des agendas, il faut envoyer des forces, il y a un génocide qui se prépare, il faut 5000 militaires pour aller là-bas. Ça fait 1 an, ce génocide qu'on chante n'est pas arrivé. Et, à mon sens, il n'arrivera pas. Alors, le droit international est malheureusement instrumentalisé. Un autre exemple, c'est au niveau de la Cour pénale internationale. La procureure de la Cour pénale internationale elle a récemment pris une décision de mettre le Burundi sous examen préliminaire pour voir s'il y a moyen d'enquêter pour poursuivre les responsables des crimes internationaux. Mais quand elle a pris la décision, je pense la veille ou 2 jours avant, elle était à Bruxelles avec les ministres belges, notamment le ministre des Affaires étrangères. J'ai vu des photos et j'ai vu des images. Ils étaient ensemble et le lendemain, elle a annoncé cette mesure-là. Et quelques mois auparavant, on avait entendu des responsables belges et français dire qu'on va demander à la Cour pénale internationale d'aller au Burundi pour poursuivre des gens. Mais la Cour pénale internationale, c'est une institution pénale qui est supposée être indépendante. C'est à elle de décider s'il y a lieu de poursuivre ou pas. Pas les autorités, pas les ministres, quel que soit leur pays d'origine. Mais on voit évidemment que c'est une instrumentalisation des institutions internationales. On force des solutions
qui sont conformes aux désirs de ces dirigeants étrangers. Et c'est malheureux pour l'état de droit au niveau international. Alors, j'aimerais aussi évoquer le cas régional du Rwanda pour dire que les entraînements militaires qui ont été dénoncés et même par les Américains, et par les ONG, les médias, les entraînements militaires dans les camps de réfugiés, ça viole le droit international des réfugiés, droit international des États et même le traité fondateur de la communauté de l'Afrique de l'Est, qui prévoit évidemment aussi, à l'article 6, prévoit la confiance mutuelle des États, l'égalité souveraine, la coexistence pacifique et le bon voisinage. Donc voilà, le droit a été malmené, le droit a été écarté parce qu'on a voulu forcer des solutions taillées de l'étranger. Et c'est malheureux ce qui est arrivé et qui continue d'arriver finalement. Et ce qui est malheureux davantage, c'est que ce sont ceux qui se disent des champions de la liberté, champions du monde en matière de liberté, qui sont à la source de cette instrumentalisation. Et c'est grave. Pour moi qui enseigne les principes du droit aux étudiants, je suis scandalisé par ce qui se passe. Alors, en conclusion, j'aimerais inviter les hommes politiques du Burundi de réfléchir à leur rôle dans la société, parce que les crises que le Burundi a connues depuis l'indépendance, des assassinats, commencés par le héros de l'indépendance et d'autres responsables politiques tout au long des 50 dernières années, ça doit faire réfléchir aux politiciens du Burundi sur leur rôle. Est-ce vraiment leur rôle est vraiment tel qu'on le conçoit en réalité? Donc, ils doivent réfléchir à leur rôle, ils doivent réfléchir à l'implication de leur engagement politique, ils doivent assumer les responsabilités devant le peuple burundais, devant l'histoire. Alors, voilà ce que j'avais à partager avec vous. Ce sera avec plaisir que je pourrai répondre aux questions.